Déjà, je commençais un peu par la fin. Effectivement, j'ai beaucoup de mal à penser des solutions en incluant les gens que je considère comme étant les responsables du problème. Ouais. Euh, je sais que c'est très compliqué, mais l'idée de savoir comment purger l'Afrique de tous ces dictateurs pour qu'elle puisse avancer me paraît très importante. Ça, c'est la première chose. Maintenant, concernant l'attelage anti-djihadiste envisageable, il y a beaucoup de pays qui seraient candidats, déjà parce qu'ils font la démonstration d'une certaine volonté dans ce sens. Je pense au Maroc, par exemple, qui fait très attention à ce genre de... Le Maghreb en général, hein, aussi parce qu'ils ont ils ont connu le terrorisme, ils sont beaucoup mieux organisés pour le vaincre. En Afrique centrale, le Cameroun le fait timidement, il s'en préoccupe pas réellement, donc c'est pas un pays vers lequel je pourrais me dire qu'il y a quelque chose à faire. En réalité, c'est ça le problème. C'est-à-dire que le discours sur ce sujet en particulier, on l'entend pas beaucoup. Y compris dans les pays qui subissent le terrorisme. C'est-à-dire que le Kenya fait régulièrement face, un peu moins ces temps-ci, à des attaques terroristes. Le Togo a pris une habitude, comme le Bénin maintenant, à faire face à des attaques terroristes. Mais dans les discours, ça ne résonne pas. C'est-à-dire qu'on va en parler parce que ça fait partie de l'actualité au moment où ça se produit, mais après ça disparaît. Donc à cette question, non. C'est-à-dire que je ne vois pas comme ça spontanément des pays qui seraient... le Rwanda, par exemple, clairement oui, parce que tout va bien au Rwanda. C'est-à-dire qu'en termes de sécurité, jusqu'au fin fond des villages, il n'y a pas de problème. Et la présence policière est là. C'est aussi à mettre au crédit du président. C'est-à-dire qu'il a rétabli la sécurité et des phénomènes comme ça ne peuvent pas apparaître parce qu'il y a la police partout. C'est un état policier presque. Hein. Quand vous irez, vous verrez, à peine vous levez la tête, vous voyez un policier. C'est la première chose qu'on voit au Rwanda quand on lève la tête, c'est un policier. Et même quand ils sont pas visibles, ils sont en civil. Donc ça, c'est la première chose. Dans le modèle du Rwanda, c'est peut-être quelque chose qu'on peut appliquer à l'échelle du continent, c'est-à-dire que la présence policière et militaire soit beaucoup plus présente, beaucoup plus visible, plus étendue, et qui est vraiment un vrai maillage tout autour du continent, pour pouvoir affronter ces phénomènes. Mais au Cameroun, je reprends cet exemple parce que c'est assez intéressant. Il y a dans l'extrême nord des attaques terroristes. La seule réponse que les autorités ont trouvée, c'est de dire aux touristes de ne pas y aller et aux populations de partir. Et on revient toujours à la même chose, c'est la gouvernance. Beaucoup de pays baissent les bras. Aussi parce qu'ils sont démunis, hein, ils n'ont pas de moyens, et ça remonte à très longtemps. Il faut savoir que les dictateurs africains, ils ont investi, mais vraiment très peu, dans l'armée et la police, surtout dans l'armée. Pourquoi ? Parce que pour se protéger des coups d'État, ils avaient peur d'une armée bien entraînée et suréquipée. Donc pour eux, la solution idéale pour se maintenir au pouvoir et ne pas avoir, parce que l'Afrique et les coups d'État aussi, c'est une histoire qui dure, ils avaient décidé effectivement de désinvestir ce côté parce que c'était l'assurance qui aurait moins de risques de leur propre armée de renverser les États en place. Mais c'est toujours ce cercle vicieux qui semble avoir commencé tout de suite après les décolonisations et qui... C'est le coup d'envoi, c'est pour ça que je prends ça vraiment, c'est une vraie base. C'est-à-dire on peut pas juger l'Afrique, on peut pas analyser l'Afrique aujourd'hui en occultant la période des indépendances. Déjà parce que la période des indépendances, et là je m'expose à un sujet épineux, la période des indépendances
et je vais éviter certains mots, parce qu'il faut faire attention maintenant à ce qu'on dit, la période des indépendances a quand même, sur certains aspects, montré que certains problèmes soit n'existaient pas ou étaient moins importants. Donc je le dis comme ça pour ne pas me faire attaquer par qui que ce soit et ne pas choquer telle ou telle personne. Donc c'est ça, c'est une vraie base. C'est-à-dire que c'est des pays, la population était très peu nombreuse, au niveau de la sécurité, ce n'était pas désastreux, c'est pas ce qu'on vit aujourd'hui. Au niveau des revenus, ce n'était pas la Suisse, mais les gens s'en sortaient plus ou moins bien, C'est assez etc. logique. Donc tout part un peu de là. Et le changement s'est opéré, et c'est là aussi j'ai adoré René Dumont, c'est-à-dire qu'il situe aussi, lui, le changement à ce moment-là, c'est-à-dire que quand il parle des dirigeants africains qui ont remplacé les colons, mais qui font pareil ou pire, Ouais. c'est vraiment à ce moment-là que les choses ont divergé. Pire dans le sens où les colons, ils avaient la ressource financière pour, par exemple, l'ordre. Je veux dire, pour maintenir l'ordre, ils avaient des ressources financières, alors que d'un coup, quand on laisse le chaos prospérer, le chaos se fait pas prier, en fait. Il s'installe très, très vite. Et c'est inextricable. J'essaye de trouver comment est-ce qu'on s'y prendrait, mais C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a... il y a pas, je vois pas une région où on a laissé les choses pourrir autant à ce point. Et plus ça dure, plus ça devient compliqué. C'est ça le problème. Ça, les problèmes se rajoutent. bah, c'est ça, si, parce que on les a pas tous dit, mais il y a 30% d'analphabètes, plus que ça. Plus que ça. Du coup, C'est des gens qu'on ne peut pas employer, qui peuvent pas lire une notice, qui auront du mal à se former, qui développent certaines maladies beaucoup plus par ignorance que la dangerosité de leur environnement. qui sont très influençables. Voilà, qu'on peut exploiter, etc. Qu'on achète au moment des dites élections avec une canette de coca, qui n'ont pas l'esprit critique. Thermis, du coup, à minimum. Oui, c'est c'est-à-dire ça. que n'ont pas le réflexe d'envoyer leurs enfants à l'école. Ouais. Mais pour beaucoup de dirigeants africains, c'est parfait. Que demander de plus? Leur égoïsme est quand même, enfin, c'est frappant. Je veux dire, on se demande quand même, je veux dire, avoir des millions dans un compte en banque en Suisse ou 18 maisons pendant que son peuple est en train de mourir, c'est quand même un truc. Des hôtels particuliers à Paris, etc. Venir se faire soigner, mais le reste de la population n'a pas d'hôpital, etc. Mais c'est une réalité, c'est le premier, c'est ça l'Afrique en fait. Ouais, mais C'est difficile comme ça quand on parle à froid, et je vous remercie de cette occasion, mais c'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a une poignée de personnes qui pillent le continent, qui profitent de ses richesses et qui n'ont même pas l'élégance de se dire que chez eux, sur place, il y a peut-être quelque chose de faire quelque chose. oui, c'est ça. Ils ont l'air enfin, pas tous, mais Mais beaucoup. beaucoup de pas faire même le minimum en fait. Oui, c'est ça. C'est ça qui est... Et du coup, évidemment que tout pourrit à toute vitesse. Mais c'est pour ça. C'est-à-dire que nous sommes en 2025, parce que je connais un peu aussi du monde et que je vois aussi ce qui se passe. Depuis le début de l'année, j'ai déjà vu plusieurs, ou entendu parler de plusieurs chefs d'État qui sont venus à Paris pour se faire soigner, des ministres, même ministre de la Santé. Il y en a un actuellement qui fait parler de lui, ministre de la Santé. Oui, c'est ça, c'est l'Afrique. Il n'y a pas une véritable organisation, parfois à petit feu. Il n'y a pas une envie de renverser la table, il n'y a pas de vrais projets qui sont mis en place pour changer les choses. On ne sent pas cette envie. On a l'impression que ça arrange tout le monde.